Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast numéro 12 de la saison 2, le podcast Nature, Aventure, Survie. Ici Alban Cambe. Dans cet épisode, on fait le point sur cette année de podcast. On va également avoir une belle discussion, une belle conversation avec Thomas Baffo qui est représentant de Cybertracker. Donc on va parler pistage, track et en gros la vie des petites bêtes dans les bois. Deux questions, une question sur les pierres à aiguiser et une question sur le fait d'écrire pour du bushcraft ou d'écrire pour autre chose. Une recommandation de livre pour les vacances de Noël et bien sûr un petit mot pour cette période de fin d'année. Bonjour à tous. Un nouvel épisode du podcast, donc c'est le 12e cette année. Et là, j'ai envie de me jeter des fleurs. J'ai réussi à faire une vidéo par mois pendant un an. Donc c'est un gros accomplissement pour moi. Ça m'a forcé à... parfois ça m'a forcé à sortir, donc ça c'est plutôt bien. Ça m'a forcé à me foutre devant un ordinateur, à faire du montage vidéo, etc., à éditer les podcasts. Donc ça, je vous avoue que ça me fait un peu chier. Mais dans l'ensemble, je suis assez content des retours que vous m'avez faits. Je suis assez content de pouvoir partager avec vous ma passion sous cette forme-là, puisque j'avoue qu'avant de redémarrer le podcast, j'étais un peu dans une impasse. Je ne voyais plus vraiment si je devais faire des vidéos ou pas. Donc ça m'a redonné envie de discuter avec vous, d'échanger des points de vue parfois, et surtout c'est une excellente excuse pour aller interviewer des gens qu'on apprécie ou des gens tout simplement qu'on admire. Donc ça a été le cas cette année, j'ai été très chanceux et bien sûr vous pouvez écouter toutes ces jolies conversations-là sur la chaîne YouTube ou alors sur votre plateforme de podcast préférée. Donc pour cette dernière conversation, ce dernier épisode, j'ai décidé de me bouger dans un coin de la forêt où je n'étais pas venu depuis un an, et en fait il s'agit de ce qu'on appelle avec des gros guillemets d'un chantier forestier durable. Donc il y a un an en fait, ce chantier forestier, ça consistait à tout dégommer, tout raser. Donc ils ont rasé vraiment tous les arbres qui étaient présents sur la parcelle. C'était une vraie coupe à blanc. Ils ont même emporté le bois qu'ils avaient coupé. Ils ont laissé pourrir les petits fagots à même le sol parce que quelque part ça permet quand même la régénération du sol grâce à la décomposition des champignons. Mais le principe quand même c'était un peu malheureux. C'était que cette parcelle qui pourtant était relativement variée et qui abritait différentes espèces d'animaux notamment, elle a été réduite à néant, donc ça fait un peu mal au cœur de voir cela. Alors cependant, qu'on se mette d'accord, si je dis ce genre de choses, ce n'est pas pour attaquer les techniciens de l'ONF. J'ai échangé par mail avec l'un d'entre eux et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de honte à être technicien de l'ONF, pas plus qu'à être enseignant en fait. Puisque on est sur le terrain et on nous demande juste d'appliquer des politiques débiles qui sont juste guidées par les soucis d'économie ou le souci de vouloir faire des profits de manière illimitée. Et un peu partout en France, au sein de l'ONF, justement, des voix commencent à s'élever sur cette gestion calamiteuse des forêts qui va totalement à l'encontre des politiques qui voudraient qu'on essaye au moins de préserver un petit peu la biodiversité que l'on a en France. La forêt est un lieu de biodiversité, donc je ne vois pas pourquoi on devrait annihiler sur des parcelles entières toute cette biodiversité et tous ces refuges pour différentes espèces d'animaux, de plantes, etc. Donc voilà, c'est un petit peu malheureux, mais c'est ça. Donc à perte de vue, maintenant, on a une monoculture, puisque n'ont été plantés qu'une seule essence d'arbres. D'ailleurs, la plupart sont mortes. La plupart des jeunes pousses là ne poussent plus. Et ça c'est pas juste l'acquiescence hivernale, c'est vraiment ces plants nouvellement implantés sont totalement morts. Donc voilà, tout ça pour ça. C'est quand même malheureux. Donc en cette période de fin d'année relativement troublée sur le plan sociétal, avec des grèves, des manifs, etc., des gens qui râlent et des gens, j'en fais partie,
qui pourrait dire on en a gros pour ceux qui ont la référence. Et ben voilà, donc je reviens pour vous dire que j'ai été ravi de faire 1 an de podcast et je ne sais pas si je vais continuer. Alors j'ai 2-3 pistes pour continuer à faire des interviews, donc je verrai si je les implémente dans le podcast. Je pense quand même continuer l'année prochaine puisque c'était un exercice assez stimulant. Du côté des nouvelles, eh ben, écoutez, à part le fait que je me suis bousillé des orteils comme un gros débile en jouant à la bagarre, comme d'habitude au Krav Maga, pas grand chose, donc ça m'a empêché de sortir ces derniers temps, mais voilà, on s'y remet doucement. Pas plus tard qu'il y a 2 heures, j'ai envoyé une partie d'un manuscrit, donc en fait c'est un livre qui est coécrit par 4 auteurs, et il s'agit de livres racontant des histoires de survie. Donc pour ma part, j'en aurais écrit 5, 2 autres co-auteurs en écrivent 5 et le collaborateur qui dirige donc cet ouvrage en écrira 15 et si on fait bien le calcul, normalement on se retrouve avec 30 histoires de survie pour un livre qui sera à paraître l'année prochaine. Donc ce qui est très intéressant dans ce projet-là, c'est que déjà on se base sur des histoires de survie réelles, donc pas de la fiction, vraiment des gens qui ont vécu des choses relativement atroces, relativement difficiles, mais qui s'en sont sortis. Et pour chacune des histoires que j'ai pu composer, en tout cas pour ma part, il y a des leçons à tirer, il y a des infos à tirer, donc que ce soit en navigation naturelle, que ce soit en des petites astuces de survie, de détermination, ce sont des histoires relativement inspirantes qui, en tout cas, pour certaines, m'ont évoqué de bons souvenirs puisque je les connaissais depuis un certain temps et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionné dans ma pratique. Je reparlerai un peu plus longuement lorsque le livre sera sur le point de sortir, donc d'ici là, restez connectés et bien sûr, je travaille sur d'autres ouvrages et on en reparle au moment des questions. Donc comme je vous le disais, je suis venu dans cette parcelle, j'ai pas l'habitude d'y venir très souvent, tout simplement parce qu'on n'est pas loin d'une route très fréquentée et c'est pour ça que vous entendez du bruit derrière moi. Néanmoins, j'espère que vous m'entendrez correctement. Et il commence un petit peu à pleuvoir, mais rien de méchant. Alors on va passer à l'interview et cette interview, alors je l'ai réalisée avec Thomas Baffo. Thomas qui est représentant français de l'école Cyber Tracker, donc l'école de John Ryder, une école de pistage. Donc le domaine du pistage, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, extrêmement complexe aussi. C'est quelque chose que j'ai à peine effleuré puisque il y a quelques années justement, j'avais déjà rencontré Thomas et on était allé faire une petite sortie pistage très informelle aux abords de Paris. Et il s'avère que depuis ce temps-là, Thomas a beaucoup travaillé de son côté. Il a réussi à développer ses capacités et il a désormais, au prix de moultes efforts, réussi à implanter l'école Cyber Tracker en France. Donc vraiment un grand pas pour l'enseignement du pistage. Donc quelque chose qui est très très intéressant et qui est très en lien avec la navigation naturelle. Donc c'est un excellent complément. De toute façon, on aborde toutes ces questions-là et je vous laisse avec Thomas. Bon alors, est-ce que tu crois que pour venir jusqu'ici, il y a des gens qui peuvent nous pister ? Eh ben, je pense qu'on a été assez discret, on n'a pas forcément laissé trop de traces, mais un très bon pisteur, théoriquement, ouais, il peut. Moi, peut-être un peu moins parce que je porte des mocassins, mais toi, vu que tu portes des chaussures de rando, tu laisses des empreintes un peu plus profondes. Des bonnes chaussures de rando bien dégueu. Ouais. Ouais, ça fait partie des jeux possibles du pistage, ouais. Et justement, quand on est venu sur le trajet, on a vu des petites traces de fouissage. Tu as trouvé une petite cache, petite cache de nourriture également dans le tronc qui est juste à côté, là. Ouais. Donc, quels sont les signes qu'on peut repérer le plus facilement, à ton avis ? Bah là, dans cette forêt-là, ce qu'on trouve facilement, c'est les empreintes et les signes laissés par les sangliers. Ça fait partie des mammifères qui sont super intéressants à pister quand on débute parce que ils sont gros, ils sont lourds, ils font des gros dégâts, donc ça permet de pister, d'avoir une récompense assez facile, de trouver des empreintes assez facilement, quoi. Après là, dans cette forêt, on peut aussi trouver du chevreuil, c'est un peu plus discret, et puis après il y a des écureuils, il y a plein d'autres choses. On trouve aussi du connard, hein. On a vu des belles traces là d'objets laissés comme ça. Ouais. Bah, malheureusement, c'est le cas dans les forêts autour de Paris.
dans les forêts un peu urbaines, quoi. C'est toujours un peu le cas. Mais justement, je trouve que c'est bien de se réapproprier l'usage des bois et d'y aller en pratiquant le pistage ou d'autres choses qui te rendent un peu plus sensible aux habitants de cette forêt et du coup qui vont te donner envie d'en prendre soin. Et du coup, je pense que plus il y a de gens qui se mettent à pister et qui développent de l'empathie avec la forêt et ses habitants, plus ils ont envie de protéger ces forêts et plus ça fait de militants de la cause environnementale. Enfin, potentiellement, je pense que c'est... Ouais. Ou de citoyens éveillés, du moins, à la protection de la nature. Quoi. Ouais, complètement. Ouais. Tu vois, moi, pour avoir enseigné à des enfants en particulier, au collège, il y a un exemple qui m'a toujours frappé, c'est tu vois, quand tu commences l'année ou quand tu commences un stage, ils foutent leur sac à dos n'importe où, ils piétinent toutes les plantes, etc. Et notamment l'ortie, qui est une horreur parce qu'elle pique, ça fait des boutons. Et après leur avoir montré que l'ortie, ça se mange, que tu peux faire des cordages avec, que c'est très nourrissant, etc. Là, tu développes un respect parce que c'est plus juste une plante qui pique, c'est un outil finalement de la forêt. Et quand les gens commencent à percevoir cette valeur en fait des ressources qui nous entourent, là commence finalement le respect et même le respect pour des trucs qui à la base sont plutôt urticants ou peuvent faire mal, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est construire une relation avec son environnement. Ça peut être effectivement avec les plantes ou avec les animaux, mais à partir du moment où tu construis une relation, tu construis aussi un respect. Et voilà, c'est exactement ce que tu dis. Ouais. Alors à cela près que les animaux, ils bougent. Ouais. Donc il faut pouvoir les suivre éventuellement. Ouais. Mais alors du coup, quand tu vas régulièrement voir leurs empreintes, essayer de voir où ils ont dormi, ce qu'ils ont mangé, t'apprends à les connaître sans forcément les voir. Et puis du coup, si tu vas pratiquer régulièrement le pistage, tu vas connaître aussi leur voie préférée et du coup, tu vas savoir où te poster pour pouvoir les observer, à quel moment. Donc tu vas pouvoir construire cette relation. Ouais. Alors, si on vient juste sur le fait de suivre les traces laissées par des animaux, donc tu évoques les voies principales, donc les coulées par exemple, mais qu'est-ce qu'on peut aller voir sur le terrain assez facilement ? Comme je te disais tout à l'heure, ce qu'on va voir là par exemple, on voit les vermilles, donc c'est les endroits où les sangliers ont soulevé la terre pour manger des vers de terre. Donc ça, on va le voir facilement. Et à partir de ces endroits-là, on va pouvoir partir vers les coulées des sangliers quand ils sont repartis dans les buissons de ronces pour se cacher. Et là, on va distinguer ces coulées qui partent des vermilles, là, juste derrière. Là, il y en a plein. Et du coup, ça va permettre de trouver des empreintes assez fraîches, assez jolies. Ouais. Alors, il y a un truc que tu m'as appris, là, juste il y a quelques minutes. Tu vois, autant voir des fouillis de sangliers et tout ça, des trucs anarchiques, la terre retournée et tout, très bien. Et là, on a trouvé des trucs en ligne droite. Ouais. Vraiment un fouissement, mais rectiligne, quoi, d'arbre en arbre quasiment. Ouais, comme une toile d'araignée un peu. Et c'est fort probablement un réseau de galeries juste sous les feuilles utilisées par les campagnols qui se promènent là. Et qui ont été chassés par le sanglier parce qu'il le sent très très bien et donc il a fait toute la galerie et donc c'est retourné juste en surface. Et donc peut-être les mêmes campagnols qui ont planqué leur bouffe ici, quoi. C'est possible. Il faudrait qu'on trouve des crottes pour regarder, pour essayer de distinguer si c'est des souris ou si c'est autre chose. Alors parmi les traces, donc on a les crottes, on a les traces laissées par le fouissage. Il y a des empreintes également qu'on peut identifier. Et alors tout ça, c'est des traces que tu dirais quoi, plutôt directes. Et après, il y a les restes de nourriture qui peuvent être peut-être indirects, je sais pas. En fait, on sépare en général, on sépare en traces et indices. En suivant le terme anglo-saxon tracks and signs. Et en fait, donc traces, c'est les empreintes, quoi. C'est vraiment la dépression qui se crée dans le sol avec le pied de l'animal. Et les indices, c'est tout le reste. Donc ça va être une branche grignotée par un chevreuil. Ça va être l'endroit où le chevreuil a gratté un peu le sol pour se coucher.
Ça va être les frottements de la tête du chevreuil pour marquer son territoire sur les troncs de jeunes arbres. Ça va être les restes de nourriture, là, comme effectivement les glands grignotés. Et aussi les ossements, analyser les ossements, essayer de trouver de quel animal ça vient, quelle partie du corps de l'animal, quand on en trouve. Les plumes, ça fait partie aussi des indices. Et les laissés en général, donc toutes les crottes de ces différents animaux qui permettent de déterminer quel animal était là, en fonction de la forme, de la consistance, etc. Là, tout ce que tu viens de dire, là, les indices, en fait, ça fait écho au prof de SVT que je suis, parce que en 6e, alors jusqu'à présent, on travaillait beaucoup sur les pelotes de réjection pour identifier les os des petits mammifères qui avaient été mangés par le rapace. On travaillait aussi beaucoup sur les plumes, par exemple, pour identifier différentes espèces. Alors actuellement, on n'a plus trop le droit de manipuler tous ces restes-là finalement, parce que risque de contamination, etc. Bref, on s'est compris. Par contre, oui, on travaille beaucoup maintenant sur les restes alimentaires, donc les pommes de pin qui sont plus ou moins arrachées ou bien grignotées, qui donnent l'espèce. Donc ça, tu vois, tout ce que tu évoques, finalement, c'est des activités que nous, on fait en classe normalement, quoi. Ouais. Et avec des enfants, tu penses que c'est quelque chose que tu peux faire facilement au détour d'une balade ? Ouais, complètement. En fait, je fais pas mal d'ateliers de pistage en famille, donc avec les parents et les enfants. Et les enfants en général répondent vraiment présents, quoi. Ils sont très très intéressés et assez facilement focalisés sur cette pratique-là, et en plus ils ont l'œil affûté, donc ils voient beaucoup de choses, ils voient beaucoup de petits détails, et c'est une activité en général qui leur plaît bien d'imaginer la vie sauvage, même sans forcément la voir, mais voir les traces et les indices de cette vie sauvage. Et après, éventuellement, il y a peut-être aussi parfois la récompense de voir un animal sauvage. Alors là, peut-être qu'on tombe plus dans le domaine de la traque, comme tu m'as expliqué tout à l'heure. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement le pistage, ça se décline en 2 chapitres, quoi. Donc d'un côté les traces et indices. Donc là c'est vraiment l'analyse des empreintes et des indices, et du coup c'est ce qui va permettre de mener une petite enquête, se demander qui était là, quand est-ce qu'il était là, qu'est-ce qu'il était en train de faire, d'où il venait, où il allait. Toutes ces questions-là, on va pouvoir y répondre à partir d'une belle empreinte. Normalement on peut y répondre, ou en tout cas essayer d'y répondre et s'amuser à ça. Et l'autre chapitre du pistage, c'est la traque, effectivement. Et donc là, c'est repérer une empreinte fraîche. Donc en général, on va se promener un petit peu jusqu'à ce qu'on ait une vraie belle empreinte fraîche, assez récente, quoi. Et on va partir de cette empreinte fraîche pour essayer de suivre la ligne d'empreinte, donc la piste, et remonter jusqu'à l'animal. Donc souvent l'empreinte fraîche qu'on va trouver, on va la trouver sur un substrat facile, donc dans une mare de boue, dans un chemin ou dans du sable, et ensuite on va devoir la suivre. Donc généralement elle va à un moment donné forcément passer sur du substrat difficile, donc dans les feuilles mortes, etc. Mais une fois qu'on a en tête la distance de la foulée et puis la direction générale de l'animal, on a la possibilité de suivre un peu cette piste. Et l'objectif, c'est de remonter jusqu'à l'animal sans être vu par l'animal. Donc de marcher très discrètement, d'être attentif aux alarmes des oiseaux, et d'anticiper l'endroit où potentiellement l'animal pourrait être en train de dormir quand on passe à côté quand on arrive vers un gros buisson ou un truc comme ça. Ouais, donc là ça rejoint quelque part la chasse. Ouais, tout à fait. Alors la chasse, la chasse un peu noble, hein, pas le truc qu'on a entendu tout à l'heure, parce que il y avait une grosse battue. T'as compté ? J'ai compté 62 coups de feu. Les mecs perchés là, qui attendent juste que ça arrive et qui tirent 4 coups d'affilée, donc probablement, je sais pas, ils savent pas tirer. Ça c'est pas la chasse qui est très belle. Bon, la traque après, c'est quelque part c'est cet art de justement de comprendre l'animal, de comprendre le paysage, d'évoluer sans trop se faire voir, etc. Donc quelque chose qui est vraiment hérité d'une époque où on n'avait pas tous les fusils, etc. Ouais, complètement. Ouais. Donc justement, tu peux en parler un petit peu Ouais.
Effectivement, la traque, c'est hérité de la pratique des chasseurs-cueilleurs. En fait, c'est la discipline de survie d'origine de notre race qui fait que, c'est la capacité de l'être humain à pister qui a fait que la race ne s'est pas éteinte. En gros, c'est ça, parce que on n'est pas forcément l'animal le plus rapide, on est même parmi les plus lents. Et quand il y a 10 000 ans, on n'avait pas d'armes de longue portée, donc il fallait être capable de s'approcher de l'animal sans en être vu, et si on l'avait blessé, ce qui était fort probable avec une petite arme comme un petit arc ou quelque chose comme ça, il fallait être capable de le suivre et de le rattraper plus loin. Donc c'est une compétence très importante dans l'histoire de l'humanité. Et même on peut aller plus loin avec la chasse à l'épuisement finalement. Ouais. Et qui peut-être serait le premier type de chasse en fait pratiqué par nos ancêtres. Parce que apparemment l'humain a un gros avantage évolutif, c'est la sudation. Ouais. Et il s'avère qu'apparemment être capable de suivre un animal rien que de visu, ou du moins ses traces, mais même à courte portée, et courir derrière pendant des jours, jusqu'à ce que l'animal crève, ça a pu servir à nos ancêtres à chasser même sans armes. Ouais. Et je trouve ça assez hallucinant. Ouais. Et c'était encore pratiqué au début du siècle par les San Bushman du Kalahari. Ouais. Et donc il y a eu des démonstrations faites de ça qui ont pu être vues par des anthropologues. Donc effectivement c'est assez impressionnant, quoi. Ça nécessite des capacités physiques importantes et puis une capacité de pistage qui est hors norme, par rapport aux normes qu'on a aujourd'hui. Il faut être capable de distinguer une antilope, le pas, la trace d'une antilope au milieu d'autres antilopes. Donc ça veut dire qu'il faut distinguer la personnalité d'une antilope dans sa patte par rapport à toutes les autres antilopes qui sont autour. Donc ça nécessite vraiment un niveau d'observation, une acuité phénoménale. Puis être capable de conserver ses capacités cognitives tout en faisant un effort en plus. Ouais. Parce que les gens qui ont déjà tenté un marathon savent qu'au bout d'un moment, on ne calcule plus rien. Et en plus, le marathon, il s'arrête au bout de 42 km, mais que ces gens-là parcouraient des distances. Alors, j'ai plus en tête exactement les chiffres, mais ça pouvait durer 3 jours. Ouais. En général, c'était quand même un peu moins, mais ouais, effectivement. Et justement, ils étaient déter à l'époque. Ouais, c'est clair. Mais ils le sont toujours, ils existent toujours, les chasseurs-cueilleurs du Kalahari, les San Bushman. D'ailleurs, c'est de là que vient Cybertracker. Oui, tout à fait. On y reviendra après. Ouais, si tu veux, mais c'est marrant parce que ça nous relie à ça, justement. Ouais, tout à fait. Alors, il y a un truc là que tu as soulevé et qui, moi, m'a toujours impressionné dans le pistage ou la traque. Quand tu as donné l'exemple de lire l'empreinte d'une antilope pour en détecter la personnalité, comme tu dis. Ouais. Après, ça peut se faire sur beaucoup d'animaux. Et on arrive à détecter bien sûr l'allure, ça encore c'est relativement accessible à des néophytes, même comme moi. Mais on arrive à savoir si l'animal est blessé, s'il est fatigué, ou au contraire s'il est en pleine forme, il me semble qu'il y a certaines espèces, on arrive à lire s'ils sont en gestation, si je sais pas, s'ils ont soif. Si c'est un mâle ou une femelle, par exemple. Alors, est-ce que tu as des petits signes comme ça qui sont relativement faciles à voir, ou ça demande vraiment une grosse observation? Il y a une chose qui est assez intéressante à regarder quand on a une belle série d'empreintes. Donc déjà déterminer les allures, c'est déjà assez complexe. On peut y arriver, mais ça nécessite quand même vraiment un entraînement de l'œil. Mais il y a une chose qu'on peut voir quand on a une belle série dans un substrat comme du sable ou de la terre fraîche. C'est s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Et ça, je trouve que c'est assez amusant. Généralement, la patte arrière du mâle, elle va tomber légèrement à l'intérieur. La patte arrière va tomber légèrement à l'intérieur de la patte avant. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir les deux empreintes avant plus écartées et les deux empreintes arrière plus rentrées. Voilà. Et en fait, ça, c'est parce que chez les mammifères, en général, comme les mâles ne donnent pas naissance, ils ont le bassin plus étroit que les femelles. Et on le retrouve chez les sangliers, on le retrouve chez les cervidés.
Donc ça, on peut l'observer quand on a une série d'empreintes en ligne, parce que si ça tourne, etc., c'est plus valable. Mais est-ce qu'on confond pas identité de genre et expression de genre? Ah ouais. Bref, reprenons. Alors, tu as amené aussi un petit outil, et ça, ouais. C'est mon bâton de sortie. Super pratique quand on débute. Ouais. Surtout quand on est sur des substrats où on n'arrive pas très bien à retrouver toutes les traces. Ouais. C'est pour trouver de l'eau? Ouais, ça s'appelle les Anglais appellent ça un tracking stick, ou on appelle ça un bâton de pistage, et en fait ça permet, on a des élastiques dessus, donc 2 élastiques, et on peut les placer, il est là l'autre, et on va pouvoir les placer à la pointe, donc à l'avant par exemple d'une empreinte, et quand on a 2 séries d'empreintes, on va avoir le premier élastique à la pointe de l'empreinte et l'autre qui va être à l'arrière de l'empreinte suivante. Et du coup, ça va nous permettre de déterminer grosso modo la foulée, et en plaçant à chaque fois notre élastique sur l'empreinte suivante, on va avoir une aire je vous montre comme ça, on va avoir une aire de recherche qui va être à peu près définie pour savoir où se trouve potentiellement l'empreinte suivante, y compris sur un substrat difficile quoi. Donc ça offre une prédiction quelque part de où pourrait potentiellement se trouver l'empreinte suivante, si on n'arrive pas à bien lire justement la ligne. Ouais. Tant que l'animal n'a pas changé d'allure, parce que entre un pas ou un trot et un galop, ça peut doubler la foulée, donc la distance de la foulée, voire tripler. Donc bon, c'est un outil qui permet de trouver, qui donne quelques indices. Et puis tu vois, je vais rajouter un petit peu de scotch coloré, parce que je m'en sers quand je vais faire mes repérages pour les ateliers pistage que je fais ensuite avec les adultes ou avec les enfants. Et quand j'ai des belles séries d'empreintes que j'ai trouvées, je prends un bâton, je le plante dans le sol et puis je mets un petit scotch, et comme ça le lendemain quand je reviens, je le retrouve facilement. Encore là. Ouais. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut peut-être faire un point juste sur le vocabulaire? Là, on parle d'allure, on parle de foulée. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme terme un peu technique autour de ces empreintes-là laissées? Alors après, sur le vocabulaire, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ça. C'est bien d'avoir un peu de vocabulaire, mais par exemple, je me suis rendu compte que suivant les régions, les vermilles dont on parlait tout à l'heure, ils s'appellent pas du tout pareil. Il y a des patois, il y a des c'est des disciplines assez traditionnelles. Dans chaque région, il y a des mots vraiment précis là-dessus. Mais sinon, on peut utiliser le même vocabulaire que ce qu'on utilise pour un être humain, quoi. La foulée, l'allure. Donc l'allure, c'est juste le pas. Enfin, c'est marcher, courir. C'est la vitesse à laquelle on va. C'est la vitesse à laquelle on va. Qui détermine l'espacement. Voilà, c'est ça. Qui détermine l'espacement et qui va aussi déterminer la largeur de la voie. Donc la largeur de la voie, c'est entre la patte de droite et la patte de gauche. Voilà, ça c'est la largeur de la voie. Et en général, plus l'animal va être rapide, plus la voie va être étroite. Et les empreintes vont se regrouper dans une voie un peu plus fine. Et ça change aussi la caractéristique de l'empreinte du coup. Et ça change la caractéristique de l'empreinte, effectivement, ouais. L'exemple tout bête, moi, que j'avais appris, c'était chez les humains, un humain qui se met à courir, s'il est pieds nus en particulier. Il me semble que c'est l'avant du pied qui marque davantage par rapport à une marche où c'est plutôt le talon. Là. Ouais, exactement. Okay. Je me suis pas trompé. Et c'est pour ça que par exemple les chiens ont les griffes qui ressortent beaucoup et en fait c'est parce qu'ils s'en servent pour la traction dans la course, puisque c'est des chasseurs, donc c'est pour une course rapide et une bonne prise sur le sol. Et ceux qui sont en phase 2, donc les ongulés par exemple, les cervidés qui vont être chassés, eux ils se sont encore plus spécialisés dans la course, et donc au lieu d'avoir les 4 doigts qui touchent le sol, ils sont plus que sur 2 ongles. Exactement. Et donc là ils ont une surface de contact au sol qui est minimisée et du coup qui est optimisée pour la course de vitesse, quoi. D'accord. Donc effectivement ça dit, quand on regarde, quand on voit
des coussinets et puis des griffes, souvent on a affaire à un prédateur. Et quand on voit que des ongles, donc les ongulés, souvent on a affaire à plutôt une proie, c'est-à-dire plutôt un animal qui est herbivore. Et puis là on touche finalement à l'évolution des espèces, parce que là on a des spécialisations suivant les espèces, comme tu le dis, plutôt pour chasser, plutôt pour fuir. Et moi ça me fait penser au dernier bouquin de Tristan Goully. Ouais. Je sais pas si tu le connais. Je connais la personne, je connais pas le livre. Qui m'a fait découvrir la navigation naturelle. Le dernier livre, donc, qui s'appelle Wild Signs and Star Pass, qui est en fait un livre pour apprendre à se reconnecter finalement à notre instinct de savoir lire le paysage, savoir lire l'environnement. Et il y a une énorme partie, chose qu'il n'avait pas traitée avant, sur tous les animaux, donc le comportement animal qui, même sans vocabulaire, comme tu le dis, même sans savoir identifier les empreintes, peut être très facilement lu, quoi. Donc notamment chez beaucoup de mammifères, le simple fait de lever la tête est un signe que dans l'environnement il se passe quelque chose et potentiellement une menace. Donc là tu vois, moi je trouve que de plus en plus ma pratique de la navigation naturelle se heurte justement à cette barrière d'identifier les traces et indices des animaux, parce que pour moi finalement je me rends compte que ça en fait partie. C'est parce que dans le pistage comme en navigation naturelle, on est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Essayer de comprendre les liens logiques entre tel arbre et tel sol, entre tel arbre et le voisin. Et justement, les animaux s'inscrivent, tu vois, dans ce grand paysage. Et ça donne envie de savoir tout ce qui se passe dans leur petite tête. Mais ouais, c'est clair, c'est très directement lié en fait. C'est la navigation naturelle et le pistage, c'est deux pratiques ancestrales en fait qui étaient naturelles chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et du coup, tu vois, je pense aux aborigènes d'Australie. Qui apprennent enfants à se diriger avec des chansons. Ils apprennent des chansons qui décrivent le paysage, qui décrivent le type de sable, qui décrivent le terrier de tel animal à tel endroit, le type d'arbre, etc. Et du coup, grâce à ça, ils apprennent une cartographie chantée. Et donc ça développe une intimité avec leur environnement qui est sensationnelle, quoi. Et qui va de pair avec leurs compétences de pistage. En fait, les aborigènes d'Australie sont aussi des très très grands pisteurs et qui ont une capacité d'observation qui est assez notable. Et ça va de pair avec ces compétences de navigation naturelle qui sont des compétences d'observation, quoi. Vraiment. Et le pistage, je trouve que c'est aussi une manière de lire le paysage, dans le sens où généralement quand tu vas trouver un grand nombre d'empreintes d'animaux différents qui se regroupent dans une voie, généralement ça t'emmène vers l'eau, ça t'emmène vers un point d'eau. Et du coup ça te donne vraiment des informations sur la topographie qui est autour de toi, et effectivement ça se relie, quoi. Ouais, et c'est là où le pistage vient compléter en fait de façon assez complexe. C'est parce que si on se repose essentiellement sur les arbres ou les plantes, finalement on va lire les informations à un endroit donné, parce que l'arbre ne bouge pas. Alors que là, comme tu le dis, on suit des empreintes, on suit quelque chose qui se déplace dans l'environnement. Donc on arrive à prédire beaucoup plus loin, finalement, ce qui va se trouver en un lieu donné. On a la direction, on a l'emplacement, quoi. Donc c'est quelque chose de très très intéressant et très très complémentaire, en fait. Et il y a un truc, moi, qui m'a toujours passionné et qui m'a toujours impressionné. Je ne sais pas si tu abordes ça en track, mais lorsqu'on se confronte à un animal sauvage, d'après son comportement, etc., j'ai déjà vu certaines personnes qui sont capables de prédire ce que va faire l'animal. Et justement, Tristan Goully en parle dans son livre. Alors, je ne sais pas si toi, tu as quelques petites clés pour lire des petits indices là-dessus. Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi je veux parler. Je vois pas forcément précisément, mais bon, j'imagine que quand tu as construit une relation, une intimité suffisamment forte avec un type d'animal, effectivement tu peux prédire l'endroit où il va partir, l'endroit où il va passer. C'est de ça que tu parles, je sais pas si... J'ai déjà entendu parler d'un type qui faisait une sortie justement de pistage, il me semble.
les gens rencontrent, alors de loin ils arrivent à observer un petit écureuil qui farfouille dans la litière, etc. Et là, donc, arrêt du groupe, la personne dit si on s'approche encore d'un pas, bon, l'écureuil va se figer, il va commencer à regarder dans notre direction. Si on s'approche encore, il va courir, il va dépasser le premier arbre qui est là-bas, il va dépasser le deuxième arbre qui est là-bas. Par contre, au troisième arbre, il va monter dedans. Et il va, bon, ça c'est le comportement de l'écureuil, il va se retourner de l'autre côté du tronc, va nous observer et ensuite il va monter. Ouais. Et tu vois, moi ce qui m'impressionne, c'est pas tellement être capable de dire que l'écureuil va se sauver, parce que ça finalement on le sait tous. Mais c'est d'être capable de dire, bah voilà, cet arbre-là, c'est celui-là. Ouais. C'est celui-là qui va. Être capable de prédire la distance de fuite, ouais. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'espèces en fait, avec différents types de pistage, que ce soit pour la chasse, que ce soit simplement pour l'intérêt d'observer un animal. Ouais. Bah, en fait, c'est ce que je trouve assez excitant aussi dans le pistage, c'est que quand tu commences à pister, finalement, tu ouvres le grand livre du naturaliste. C'est-à-dire que c'est un apprentissage d'une vie, quoi, d'une vie entière, où tu vas connecter l'animal que tu étais en train de pister, tu vas le connecter au type de plante qu'il est en train de manger, à l'habitat qu'il préfère, et du coup, si tu veux savoir un petit peu plus où il va, tu vas être obligé d'en apprendre là-dessus. Donc tu vas apprendre le comportement de ton écureuil, tu vas savoir que là, il va préférer monter dans le chêne ou dans le pin, etc. Ouais. Et je trouve ça assez... Finalement, ça pourrait être décourageant de se dire que c'est sans fin l'apprentissage, parce que tu vas devoir apprendre les champignons aussi, tu vas devoir apprendre le type de sol, l'acidité du sol, etc. La vitesse de décomposition d'une feuille, etc. Toutes ces choses-là. Et en fait, je trouve que c'est plutôt excitant. Et de ce que j'observe chez les gens qui viennent faire des ateliers, il y a vraiment une joie enfantine qui se crée autour de cet apprentissage, plutôt que de la déception de se dire j'ai encore tellement de choses à apprendre, tu vois. Ouais. Allez, on recommence. Allez, on recommence à zéro. Non, pas à zéro. Il y a de la matière, mais alors je sais pas quand est-ce qu'il s'est arrêté. C'est bizarre, d'habitude il saute pas comme ça. Il fait bip bip. Bah non, même pas. Je sais plus de quoi on parlait du coup. Oui, de l'œil habillé. Ouais, l'œil habillé, ouais. Et en fait, le fait que quand tu commences à construire des relations avec les plantes ou avec les animaux, avec les habitants de la forêt, avec ton environnement, c'est rassurant, quelque part. Ça devient un environnement familier. Ouais, ce qui n'est pas le cas du tout au début, notamment pour les personnes très citadines, qui voient en la forêt un endroit obscur, peuplé d'étrangers, quoi. Ouais. Alors que petit à petit, on se rassure en y voyant presque des amis, quoi, des atouts du moins. Ouais. Voilà. Ah, je suis perdu, il y a la forme du grand chêne qui est là-bas, il y a les feuilles de lierre qui peuvent m'orienter, les lichens, etc. Ou alors éventuellement je peux faire un feu, je peux faire une cabane, etc. Ouais. Donc toute cette lecture de paysage. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est quand j'arrive, alors c'est toujours par hasard, c'est jamais volontaire, mais quand on arrive à voir des animaux sauvages. Ouais. Est-ce que tu as des petites astuces pour réussir à observer des animaux sauvages ? Ouais. Bah en fait, dans les ateliers qu'on fait, en général, je commence par faire des petits jeux d'éveil des sens, pour un petit peu aiguiser l'oreille, aiguiser l'œil, etc. Et puis ensuite, on apprend à faire la marche du renard. Donc la marche du renard, c'est une marche silencieuse où en fait on pose la pointe du pied avant de poser le talon et où on déroule lentement, et une fois qu'on a pris notre appui, on transfère le poids. Donc on marche pas en déséquilibre en avant comme on marche normalement. On marche un peu plus lentement et en équilibre, et du coup on fait beaucoup moins de bruit, et le simple fait de ralentir son pas et de faire légèrement moins de bruit, on fait quand même un petit peu de bruit sur les feuilles mortes, ça fait que les animaux, comme les chevreuils par exemple, qui ont calibré leur oreille sur l'homme comme étant un animal extrêmement bruyant et extrêmement rapide qu'on peut entendre de loin et qui marche vite, et donc on a une distance de fuite qui est tranquille, parce qu'en fait on sait qu'il sera là dans 5 minutes. Si on marche plus lentement et en faisant moins de bruit, on est moins identifié comme l'être humain. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver face à face avec un chevreuil en marchant très doucement et très silencieusement, et où le chevreuil se demandait
comment j'étais arrivé là. Enfin, clairement, j'avais l'impression qu'il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai pas entendu venir, comment ça se fait? Et en plus, comme ils voient pas très bien, les chevreuils, souvent, si tu marches lentement, et comme ils sont sensibles au mouvement, si tu marches lentement, ils vont moins te repérer et moins te cataloguer comme un danger. Et ça m'est arrivé de me retrouver effectivement donc pas loin d'un chevreuil, d'être à contre-jour, d'avoir le soleil derrière moi et de voir le chevreuil changer d'angle comme ça avec sa tête pour essayer de définir ce que c'était. Et donc je m'étais complètement immobilisé, et puis au bout d'un moment, comme j'avais aussi le vent qui était dans le bon sens, qui poussait derrière moi, au bout d'un moment, à contre-jour, il n'a pas réussi à définir la forme, et j'étais pourtant peut-être à 5-6 mètres. D'accord. Et il s'est remis à manger tranquillement. Ouais, d'ailleurs, il y a aussi le fait de rester immobile, comme tu le dis. Hein. Je te dis, il y a quelques années, moi c'était dans ce coin-là, en train de siroter ma petite tisane avec mon petit feu, et 2 chevreuils qui déboulent des fourrés là-bas. Et effectivement, très surprenant. Alors, c'était à la tombée de la nuit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire peut-être une chance de là. Période, Ouais. C'est effectivement un moment où ils sont plus actifs, quoi, à la tombée de la nuit, pendant la nuit, et puis au lever du jour. En plein milieu de la journée, ils sont un peu moins actifs, donc on a moins de chance. En tout cas, on a moins de chance qu'ils viennent à nous. Nous, on peut venir à eux, mais... Mais comme tu dis, l'affût ou juste le fait de s'asseoir et de plus bouger, c'est une pratique qui est hyper intéressante, parce que même les oiseaux qui se remettent à chanter. Exactement. Donc les écureuils se remettent à se promener. En fait, toute la vie en reprend, parce que cette menace de ce bipède qui marchait vite s'est arrêtée. Donc toute la vie reprend. Des fois, ça prend du temps, ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, je trouve, avant que ça reprenne complètement. Mais c'est une expérience méditative aussi, parce que tu vois, moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'étais en train de faire un feu et de boire ma petite tisane de ronces ou d'ortie bref, j'étais dans mon petit coin, posé au pied d'un arbre, j'avais mon tout petit feu personnel, vraiment un truc très, très discret. Et ça m'est arrivé 3-4 fois ces derniers mois déjà, de voir au moins passer un truc près de moi. Et après, comme tu le dis, les oiseaux, c'est aussi un autre domaine qui est très intéressant. Mais donc la vie reprend ses droits en fait au bout d'un moment, mais il faut juste s'accorder ce temps-là. Et c'est vrai que dans notre société, s'accorder 15 minutes à ne rien faire, c'est toujours très compliqué. Donc est-ce que tu crois pas qu'il y a aussi un côté un peu spirituel ou méditatif, toi, comme je dis dans le pistage? Ouais, complètement. Je pense que les habitants de la forêt ont même une capacité à lire notre état d'esprit. Et quand on se promène, notre état d'esprit transparaît dans notre comportement aussi, dans notre manière de marcher, donc ça c'est sûr. Mais quand on se promène en pensant à nos soucis, à la liste de courses, etc., on marche un peu avec le regard baissé, on marche un peu en faisant du bruit, etc. Clairement, on est plus menaçant que quand on est assis au calme, qu'on écoute. Et que du coup on oublie un petit peu ces soucis urbains, et je pense que les animaux sentent cet état d'esprit menaçant ou cet état d'esprit apaisé ou méditatif, et c'est pour ça qu'en grand groupe des fois c'est un peu difficile d'observer des animaux, parce que on n'a pas forcément tous l'esprit tranquille à ce moment-là, quoi. Ouais, et puis c'est jamais évident d'évoluer discrètement en grand groupe aussi, quoi. Et en termes d'observation, est-ce que tu te cantonnes vraiment à la forêt, ou est-ce qu'on peut aller pister également dans les champs, etc. Ouais, on peut pister partout. Heureusement, les animaux sont partout. C'est toujours plus intéressant d'aller pister dans des zones un peu naturelles, mais les prairies, les champs, les forêts, la montagne, le littoral, tout ça, ça offre des opportunités de pistage, de faune différentes, et du coup, c'est pas limité. Puis il y a aussi le fait que certaines zones de transition, tu vois, je pense notamment entre les prairies et les forêts, tu peux avoir un certain nombre d'espèces qui vivent dans la forêt, tu as un certain nombre d'espèces qui vivent dans la prairie, mais en fait cette zone de transition entre les deux va être très riche, parce qu'il va y avoir des interactions. Donc est-ce que c'est pas un endroit justement où rechercher des traces? Ouais, complètement. Et un autre endroit
super glamour pour chercher des empreintes, c'est les ponts autoroutiers. Sous les ponts autoroutiers, sous les échangeurs. Ouais. Souvent, il y a ou alors sur les ponts au-dessus des autoroutes qui sont des corridors pour les animaux. Mais sous les ponts, souvent, du coup, ça canalise le passage des animaux. Et en fait, c'est un truc que j'ai appris aux Pays-Bas pendant un stage de pistage. Et en fait, c'est un endroit où tu peux trouver une variété d'empreintes énorme, quoi. D'accord. Et en plus, comme c'est souvent du sable en dessous, t'as des empreintes très définies, très, très précises, quoi. D'accord. Donc, moi, je regarde les ponts autoroutiers un peu différemment maintenant. Ouais. Ah, c'est vrai que faut pas le faire trop souvent, mais c'est vrai que quand je conduis sur les bords de route, sur les bords d'autoroute, il y a des endroits quand même qui sont super privilégiés pour observer des animaux. Le nombre de alors il y a un endroit en particulier où je passe de temps en temps, c'est quand on va vers Rambouillet en passant par une certaine route que je citerai pas, mais il y a un endroit, à chaque fois que j'y passe, suivant l'heure de la journée, j'arrive à me dire là je vais voir mon chevreuil. Ouais. Parce que il y a des endroits, je sais pas, instinctivement, tu vois, des fois on arrive à se dire là on va voir quelque chose. Ouais. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça. Si, complètement. Alors que tu vois, moi, niveau pistage ou niveau lecture de comportement animal, je suis au ras des pâquerettes. Je sais pas si c'est la concordance de l'heure qu'il était, de la saison, etc. Mais je me suis dit, là, je sais que j'ai déjà vu un chevreuil, je sais qu'aujourd'hui, je vais le revoir. Ouais, je pense qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on connaît. Et puis d'autres qu'on observe, et puis en fait tout ça se synthétise assez vite dans l'intuition. Si tu devais dérouler tout ce que ton cerveau a analysé pour arriver à cette conclusion là, ce serait assez long, mais en fait c'est un éclair, une intuition. Et d'ailleurs ça fait partie vraiment intégrante du pistage, ça, ce côté intuitif de juste tu ressens que potentiellement ça peut être par là-bas que l'animal est en train de dormir, parce qu'en fait en fonction de l'heure du jour, à cet endroit-là, il y a moins de passages, c'est un petit peu, c'est à l'ombre, comme c'est en plein été, c'est mieux, ou alors c'est en plein soleil et comme on est au creux de l'hiver, c'est mieux, etc. Et toutes ces informations-là, tu vas les analyser à la vitesse de l'éclair. Et donc le pistage, c'est vraiment un mix entre ce pistage intuitif et le pistage qu'on appelle pistage systématique, où là c'est un pistage où tu vas vraiment observer empreinte par empreinte. Tu vas en parler du dernier livre de Tristan Goulet, c'est exactement ce que tu es en train d'expliquer. Il commence en expliquant la différence entre la pensée rapide et la pensée lente. Donc, la pensée lente qui est décortiquée, qui est vraiment un raisonnement logique. Et à force de pratiquer cette pensée lente, décortiquer toutes les étapes, on arrive à une pensée rapide où c'est de l'instinctif, quoi. Ouais. D'accord, c'est marrant, on retombe exactement, tu vois, dans ce domaine-là. Ouais, à mon avis, il doit pister Tristan Goulet. Justement, c'est un domaine où il n'était pas super au point. Ouais. Et pour son dernier bouquin, donc il s'est beaucoup intéressé aux animaux. Et c'est vrai que il a découvert de sacrés petits trucs. Ouais. Notamment une petite astuce que j'ai hâte d'essayer, c'est pour observer des écureuils. Ouais. Alors, observer un écureuil en soi, c'est pas trop un problème, mais en général, quand l'écureuil nous détecte, il commence à fuir. Et donc, il se retrouve de l'autre côté de l'arbre. Et Tristan décrit un truc très très marrant. Et c'est drôle parce qu'il ne sait pas vraiment l'expliquer, et puis c'est vrai qu'on n'a pas l'explication. Mais l'écureuil va détecter les messages de ses congénères, en particulier grâce au mouvement de la queue de ses congénères. Et si on mime une petite vibration de la main, donc juste agiter sa main comme ça devant, l'écureuil va... Alors, il n'y a pas d'interprétation derrière, mais j'ai envie de croire que l'écureuil il bug un peu et il se dit « Ah tiens, mais il y a un mouvement que je reconnais. Si c'est un de mes copains, il est en train d'essayer de m'expliquer quelque chose. Mais c'est pas un de mes copains, donc il comprend pas trop. Donc l'écureuil va rester face à vous et vous allez pouvoir en profiter un petit peu plus longtemps. Ah ouais. C'est assez amusant. Parce que tu l'intrigues en fait. Parce qu'on l'intrigue, exactement. Ah, c'est chouette. Tu vois, et c'est ces petits... Et là, par contre, on est vraiment dans le... Comment on pourrait dire ? Presque dans la manipulation, tu vois, de l'animal, quoi. C'est une sorte de communication qu'on établit avec lui, alors qui n'est pas parfaite, mais qui permet de prolonger un petit peu l'observation, quoi.
C'est un peu pareil avec les chevreuils, par exemple, quand tu as ramassé des bois, tu as trouvé des bois de chevreuil et que tu les frottes ou tu les tapes en période de rut, du coup les mâles ils vont se rapprocher pour voir quel est ce mâle qui rentre sur leur territoire. Et ils vont vraiment se rapprocher beaucoup. Et ils sont pas un peu vénères des fois? Si, mais bon, après ils te reconnaissent quand même. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner pour quelqu'un qui veut débuter le pistage en partant de zéro? Quoi il faut s'intéresser en premier? Je pense que acheter un petit livre, un petit guide d'empreinte, c'est pas mal pour pouvoir reconnaître au début les grands groupes, quoi. Donc ceux qui marchent sur les doigts, les digitigrades comme les chiens et les chats, ceux qui marchent sur les paumes, donc les plantigrades comme les hommes, les ours, etc., les ongulés, les chevreuils. Et du coup, ça permet de voir d'avoir une grille de lecture un peu globale et de pouvoir reconnaître quelques empreintes. Et après, le conseil, c'est aller se promener en forêt le plus souvent possible, si possible avec un carnet pour pouvoir dessiner les empreintes. Parce qu'en fait, quand on dessine, on a un regard beaucoup plus précis que quand on observe, et on va voir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement. Et puis si on n'a pas le carnet avec soi, prendre des photos, on a souvent le téléphone, prendre une photo, et quand on prend la photo, mettre une échelle à côté, donc soit un petit réglet, soit une pièce de monnaie, mais pour avoir une échelle, pour quand on rentre à la maison, pouvoir retrouver la taille de l'empreinte et pouvoir regarder dans un livre, pouvoir comparer, pouvoir en parler. Ce qui est intéressant dans le fait de ramener un dessin ou de ramener une photo, c'est que ça permet de faire des hypothèses ensemble, avec les copains, avec la famille, et du coup ça inclut un peu tout le monde dans l'excitation de l'enquête. Mais conseil principal, un petit guide dans la poche, et puis aller se promener en forêt, et puis essayer de mener l'enquête dès qu'on voit quelque chose qui ressemble à une dépression dans le sol ou à une feuille mangée. Ouais, parce que le pistage n'est pas une science de salon. Non. Non, ça oblige ça oblige à sortir. Et mention spéciale pour effectivement le dessin d'observation qui est la hantise de tous les élèves qui vont en cours d'SVT. Parce que forcément le dessin d'observation, ça implique, comme tu l'as dit, déguiser son regard pour retranscrire vraiment tous les détails les plus importants. Et alors que quand on prend une photo, c'est vrai que on a la généralité, et puis inconsciemment finalement on se dit je l'étudierai plus tard, je zoomerai dessus, mais en fait on le fait jamais, quoi. C'est vrai que le carnet de terrain, de discipline, le carnet de terrain c'est une discipline, et même si c'est pas pour faire un dessin d'art, mais au moins complètement, au moins garder les grands indices, quoi. Vraiment les détails très importants. Il n'y a pas besoin d'être doué en dessin, mais c'est juste se forcer à recopier cette empreinte. Ça fait qu'on va voir les proportions de cette empreinte, on va voir le fond de l'empreinte, le tour de l'empreinte, on va voir plein de détails. Et ça peut aller vraiment loin. Le carnet de terrain, ça peut aller après, quand on veut vraiment bien faire les choses, on va noter l'environnement dans lequel était cette empreinte, quelle heure il était, quelle température il faisait, quel type de végétation on avait tout autour, etc. Et du coup, peut-être ça va pas servir tout de suite, mais ça servira peut-être plus tard quand on va s'améliorer dans le pistage, et on va dire effectivement cette empreinte là avec ces conditions là autour, probablement c'est tel animal. Donc voilà. Et justement, pour débuter, est-ce que toi tu as un ouvrage que tu recommanderais? Alors, il y a un livre très inspirant que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Le Pisteur de Tom Brown, qui donne vraiment envie, parce qu'en fait c'est un récit initiatique d'un gamin qui reçoit l'enseignement d'un Indien Apache qui lui apprend à pister et puis qui lui apprend les techniques de survie. C'est un livre super inspirant qui donne vraiment envie d'aller pratiquer tout de suite le pistage et puis d'en apprendre le plus possible. Donc je pense que ça il est difficile à trouver. C'est ce que j'allais te dire, c'est que alors en particulier en français il est très difficile à trouver. En anglais le titre c'est The Scout, je crois. Non, c'est The Tracker. The Tracker, d'accord. Et pareil, beaucoup de difficultés en fait. En fait le pisteur c'est le seul livre traduit de Tom Brown. Tous les autres ils sont en anglais, et effectivement on le trouve à des prix un peu importants. Délirant. Ok. Alors justement, pour les gens qui veulent se former au pistage,
Là, tu proposes des petites sorties. Ouais. Alors, j'avais eu l'occasion d'en faire une ensemble il y a quelques années. C'était pas encore très formalisé, mais là maintenant, on rentre dans le dur du sujet. Là. Ouais. Bah, ce que tu avais fait il y a quelques années, c'était le club de pistage. Et donc ça existe encore, le club de pistage. En fait, c'est simplement un rendez-vous entre copains, une demi-journée par mois, et de puis, façon très informelle. De manière informelle, et c'est pour partager un peu nos compétences et puis nos observations, et puis se promener dans les bois, et voilà. Et du coup, chacun peut apporter des choses, donc c'est intéressant. Et sinon, pour se former, moi je fais donc des stages pour des familles qu'on peut trouver sur mon site qui s'appelle coureurdesbois.net. Donc du coup, je les annonce sur le site. Et aussi pour des formations pour les adultes. Et puis aussi je travaille un petit peu pour des comités d'entreprise de temps en temps. Voilà. Et puis il y a Cybertracker. Cybertracker. Qui vient que je suis en train d'implanter en France là, et donc tiens, là-bas, chevreuil. Je me disais bien qu'on aurait peut-être un peu de chance. Elle s'est arrêtée. Elle nous regarde. J'ai mes jumelles. Elle repart. Tu la vois? Je la vois. Elle est juste derrière les fours. Elle est pas très loin. Ouais. Pas de vent du tout. Tu vois, cet endroit-là, cette fois, ça me plus de chance. Ouais. Je vais pas bouger la caméra parce que sinon elle va partir. Elle est juste derrière les buissons. Bon. Je pense que quand elle va émerger de derrière le buisson, elle sera vraiment pas loin de nous. Elle vient vers nous là. Elle venait vers nous, plutôt vers la gauche. J'ai l'impression qu'elle repartait par là. Ouais. Donc une petite femelle chevreuil. Petite chevrette, ouais. Donc qui déboule de là-bas. Ouais. Je trouve qu'elle marchait plutôt basse. Ouais, elle était en train. Ouais, on voyait qu'elle gardait la tête basse tout le temps. Là, elle était en train de renifler. Elle n'a jamais relevé la tête pour nous voir. Alors, elle ne nous a pas entendus, elle ne nous a pas vus. Et elle ne nous a pas sentis. Il faut dire qu'il n'y a pas de vent du tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle ne nous a pas grillés. Tu vois, c'est marrant, ce coin-là, porte-bonheur quoi, à chaque fois. Ouais. Nous en étions à Cybertracker. On en était à parler de Cybertracker, ouais. Alors, faut que j'explique ce que c'est Cybertracker, parce Je vais te reprendre de l'infusion de ronces, si tu en as. Tant pis, c'est mélangé avec le café. Merci. Ça réchauffe. Ouais, il y a besoin là. Hop. Ouais, alors Cybertracker, c'est tout est bien dans Cybertracker, sauf le nom. En fait, le nom. Alors, moi, ça m'a fait penser. Alors, Cybertracker, je le connais. Enfin, le nom, je le connais depuis quelques années, mais là, ça m'a tellement fait penser ces derniers jours à l'espèce de gros pick-up de Tesla, là, le Cybertruck. Je sais pas si t'as vu ce truc-là. Non, j'ai pas vu. Du délire. Ouais. Bon, bref. Ouais, le nom est très très étrange en fait. Ouais, pourquoi Cyber? Pourquoi Cyber en fait? Cyber, parce qu'en fait, au départ, ça a été une interface sur une tablette pour noter les observations faites sur le terrain. Donc, pour noter qu'il y a une empreinte de tel animal, mâle, femelle, etc.
Et c'est une interface qu'on peut encore télécharger, qu'on peut utiliser sur un ordinateur pour faire des relevés de terrain, en fait. C'est ça au départ. Et en fait, CyberTracker, c'est né en 94 en Afrique du Sud, à l'initiative de Louis Liebenberg, qui est un anthropologue, qui voyait les San Bushman du Kalahari dépérir parce qu'on leur prenait leurs terres de chasse traditionnelles pour faire de l'agriculture, et du coup qui voyait en même temps que leur déperdition la perte du savoir phénoménal qu'ils possèdent sur le pistage et qu'ils possèdent depuis la nuit des temps. Donc il s'est dit qu'il fallait qu'il valorise cette connaissance et qu'il arrive à la rendre monnayable d'une certaine manière. Donc de manière à ce que ces pisteurs San Bushman soient employables par des scientifiques qui font de la recherche, du comptage d'espèces, ou qui soient employables pour l'écotourisme ou la lutte contre le braconnage, des choses comme ça. Donc il a mis en place un système d'évaluation des pisteurs, parce que tous les San Bushman ne sont pas des pisteurs hors pair, un grand nombre sont des pisteurs hors pair, mais pas tous. Et donc pour établir quel pisteur est niveau 1, niveau 2, niveau 3, expert, etc. Et du coup permettre aux gens de faire appel à eux et de payer leurs services. Et donc ça permettait de ne pas perdre ces connaissances-là. Et là-dessus, il y a un naturaliste américain qui s'appelle Mark Elbrock qui a entendu parler de ça et qui est venu étudier ça en Afrique du Sud avec Louis Liebenberg et qui l'a exporté ensuite, qui a exporté le modèle aux États-Unis. Et ça a tout de suite reçu un accueil super chaleureux aux États-Unis parce qu'il y avait encore la tradition du pistage des natifs américains qui était encore pas très très loin. Et du coup, ça s'est vraiment développé aux États-Unis, le système de formation et le système d'évaluation. Et ensuite, c'est arrivé en Europe grâce à John Ryder, qui était donc l'instructeur en chef de Ray Mears dans son école de bushcraft et qui pistait déjà, et Ray Mears aussi pistait. Mais en fait, à un moment donné, John Ryder, il s'est dit qu'il devait y avoir plus que ça. Il trouvait qu'il était un peu limité sur les connaissances et qu'il y avait sûrement moyen d'en apprendre plus et de passer à un niveau supérieur. Et du coup, il a fait venir Mark Elbrock des États-Unis pour apporter ce système en Angleterre. Il s'est formé et puis de là, ça s'est implanté en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne. Et c'était pas encore en France parce que je pense qu'il y avait la barrière de la langue. Et du coup, là, c'est chose faite. Depuis novembre, il y a eu le premier stage de pistage empreinte et signe, enfin trace et indice. En France, là, dans une forêt de Seine-et-Marne, avec 12 participants. Et donc, ça va être suivi là en février d'une évaluation, la première évaluation. Donc en février, on aura les premiers pisteurs français certifiés CyberTracker. Alors, je ne sais pas ce qu'il y aura comme niveau, il y aura peut-être des niveaux disparates. Mais voilà, quand tu dis évaluation, juste, c'est pas pour sanctionner une qualité de pistage, c'est juste pour dire, voilà, on est niveau 1, niveau 2, comme tu l'as expliqué. Ouais, c'est plus pour encourager. En fait, j'ai déjà participé à une évaluation aux Pays-Bas, et en fait, c'est plutôt encourageant, parce qu'en fait, ça te permet, ça te donne hyper envie de t'inscrire tout de suite à la suivante pour passer le niveau supérieur que t'as pas eu, en te disant, en voyant quelles sont tes erreurs, parce qu'en fait sur chaque évaluation, tu as une série de questions qui est posée, tu te promènes sur le terrain et puis l'évaluateur te met des petits drapeaux sur des signes ou sur des traces. Et tu as une question qui est posée, quel est l'animal qui a fait cette empreinte, ou alors quelle patte de l'animal c'est, ou des choses comme ça. Et du coup, après, une fois que tout le monde a répondu, tout le monde a donné sa réponse par écrit, l'évaluateur dit quelle était la bonne réponse qui était attendue, mais il se contente pas de ça, il t'explique pourquoi c'est cette réponse-là plutôt qu'une autre. Donc du coup, il peut même t'expliquer avec des schémas à l'appui, avec des livres à l'appui, et du coup, tu apprends des choses en même temps. Donc on n'est pas sur un examen en fait, enfin non. Pas vraiment, on est plus sur une session d'apprentissage, donc tout un chacun peut venir s'inscrire à une évaluation, même exactement. Avec un niveau 0. Ouais. Bon, après avec un niveau 0, ça doit être un peu frustrant, mais ça va être frustrant, mais tu vas apprendre des choses, clairement. Ouais. Donc CyberTracker s'implante en France, tu animes ces stages-là. Ouais. Tu fais venir d'ailleurs des personnalités de CyberTracker. Ouais. Donc du coup, moi je fais venir John Ryder d'Angleterre c'est lui qui est venu animer le stage trace et indice en novembre. Et donc je fais venir un examinateur des Pays-Bas, René Nota,
Et puis John Ryder revient aussi pour animer un stage en février sur la track spécifiquement. Donc là c'est en fait Cybertracker c'est vraiment divisé entre tracé indice et track. C'est deux types d'examens différents. Moi pour le moment j'ai participé à une évaluation, c'était en track, c'était en Angleterre et donc c'était sur du daim et l'objectif c'était de remonter jusqu'au daim sans qu'ils nous voient et voilà, et du coup j'ai juste fait passer cette évaluation là, j'ai eu un niveau 1 pour le moment. Il faut bien commencer quelque part. Ouais, il faut bien commencer quelque part. Ouais. Et puis, mais par contre, du coup, ça m'a motivé. Ouais, ça t'a motivé pour la suite. Ouais. D'accord. Bon, et super. Et où est-ce qu'on peut retrouver justement les dates de tous ces stages et puis tes petites publications? Et mes petites publications, elles sont sur Woody Black Sheep, sur Instagram. Donc, c'est Mouton Noir des Bois. Donc là je mets des photos d'empreintes de temps en temps ou d'autres choses de sorties dans les bois et puis les stages ils sont affichés sur coureurdesbois.net. Coureurdesbois.net. Ouais, les liens seront dans la description du podcast. Nickel. Ok, merci beaucoup. Merci Alban. Merci. Voilà, j'espère que cette conversation vous aura plu et j'espère que comme nous, vous aurez ressenti notre enthousiasme à voir apparaître donc un petit chevreuil à quelques dizaines de mètres de nous. C'était vraiment tombé très à propos et on a vraiment senti un moment de cohésion entre nous et surtout entre nous et la forêt, j'ai envie de dire. Donc ça fait partie de ces belles surprises que l'on peut avoir lorsqu'on s'autorise à sortir, même jusqu'à la tombée de la nuit. Et là vraiment on a été vraiment ravis d'enregistrer cette conversation à cet endroit-là et à ce moment-là. On passe aux questions. Alors pour rappel, les questions vous pouvez me les envoyer par mail. Normalement sur la plateforme où vous écoutez ce podcast, vous devriez avoir un lien vers l'adresse mail question@albancamp.com. Vous pouvez m'envoyer un message vocal en vous connectant à mon profil Anchor, donc c'est la plateforme qui distribue les podcasts. Avec le navigateur internet ou avec l'application, vous pouvez poser directement une question par message vocal. Il vous suffit de cliquer donc sur le lien qui se trouve également dans la description du podcast. Et puis, vous pouvez me contacter sur Instagram, me taguer sur une photo par exemple, et poser votre question. J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Ce qui signifie que des fois, je mets beaucoup de temps. Première question de Vivien. Alors, c'est par mail. Bonjour. Avant tout, merci pour le partage de votre passion. Je vous suis depuis quelques années déjà. Petite question. Quel modèle de pierre à aiguiser me conseilleriez-vous qui puisse servir à la fois pour un couteau Mora et une hachette? Amitié nature, Vivien. Alors, Vivien. En ce qui concerne les pierres à aiguiser, alors on trouve, en ce qui concerne la façon d'aiguiser, disons, des outils coupants, on trouve tout et n'importe quoi sur internet, en magasin, etc. Il y a vraiment des dizaines de façons. Donc déjà, je vais répéter une chose. Selon moi, il y a 3 façons de faire les choses. Il y a la bonne façon, il y a la mauvaise façon et il y a ma façon. Donc ce que je vais dire, encore une fois, ce n'est pas parole d'évangile, c'est juste la façon dont je fonctionne et je ne dis pas que c'est la meilleure. Alors moi j'ai tendance à privilégier la simplicité. La simplicité et surtout la facilité d'emport sur le terrain. Je m'explique. Donc comme toi, j'ai fonctionné pendant beaucoup d'années avec un couteau Mora, tout simplement. Je m'en satisfais très bien. Ce sont d'excellents couteaux qui permettent d'apprendre tout ce qu'il faut pour le bushcraft, donc pas besoin de mettre plus d'argent dans un couteau. Puis après, quand on a envie de se faire plaisir, bien sûr, on peut se tourner vers des artisans. Mais avec un couteau Mora, c'est très bien. Et surtout, le couteau Mora, l'avantage, c'est que vu qu'il ne coûte pas cher, on n'a pas trop peur de se jeter dans la phase d'aiguisage. Tant pis si on baise le côté miroir, tant pis si on fait des rayures dessus, tant pis si on foire un petit peu les moutures. C'est pas grave, ça coûte pas cher et on peut au pire en racheter un. Mais vraiment pour faire de gros dégâts sur la lame, il faut y aller. Ensuite pour les haches, c'est pareil, j'ai tendance à privilégier la simplicité. Donc pour tout te dire, moi j'ai 2 outils, j'ai 2 pierres à aiguiser que j'emmène sur le terrain. J'ai une petite pierre à aiguiser, alors la marque c'est Falkniven, c'est ça, DC3 ou DC4, je ne sais même plus. Donc ce sont des toutes petites pierres qui
font 10, 15 cm peut-être de long, avec un côté céramique, un côté diamant, qui permet de varier le grain. Et ça, pour moi, c'est largement suffisant lorsque je suis sur le terrain et qu'au coin du feu, j'ai envie de refaire le tranchant de mon outil. Alors, c'est toujours très important de bien aiguiser son couteau, d'avoir des outils coupants bien aiguisés, parce que on force moins dessus et ça se révèle moins dangereux à l'usage. Donc voilà, au coin du feu, moi j'utilise cette petite pierre là pour mon couteau, je l'emporte avec moi, ça se glisse très facilement dans le sac à dos, ça prend pas de place, ça ne pèse pas lourd. Et pour la hache, j'ai une petite pierre à aiguiser sur le même principe, mais de marque Grande Force, donc la marque de ma hache. C'est une pierre circulaire, donc là la méthode est légèrement différente, hein. On peut décrire des arcs de cercle tout le long du tranchant. Cependant, lorsque j'ai besoin d'entretenir mes outils de façon beaucoup plus efficace et à la maison, en général j'utilise une pierre à aiguiser, alors de marque japonaise, je ne l'ai pas en tête. C'est juste une pierre où il faut mettre un petit peu d'eau avant de procéder à l'aiguisage, et là ça permet vraiment de refaire très très bien son tranchant. Donc sur le terrain, tu vois, j'utilise une solution vraiment de dépannage en quelque sorte. J'utilise de petites pierres à aiguiser, mais qui font très bien leur travail, hein. J'aiguise ça le soir après avoir monté le camp, et parfois j'ai pas besoin de refaire le tranchant à avoir un bon moment. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, c'est le petit coup sur une ceinture en cuir, par exemple, le stropping, comme on dit. Donc pour ça, j'utilise tout simplement la ceinture que je porte. Donc pas besoin d'accessoires coûteux, pas besoin d'accessoires délirants. Donc ma solution à moi, c'est d'avoir deux pierres, une pierre pour mon couteau, une pierre pour ma hachette. Même si, à bien y réfléchir, on pourrait utiliser la pierre circulaire pour le couteau aussi. Mais pour plus de confort, quand je suis installé à la maison, j'utilise une pierre japonaise qui a une plus grande surface et donc qui permet de faire un aiguisage un peu plus facilement. Donc j'espère que ça répondra à ta question, mais encore une fois, tu peux trouver bien d'autres solutions pour entretenir tes lames. On passe à une autre question. Alors justement, c'est pas par mail, c'est sur Instagram. Alors, le pseudo c'est Lili. Donc Lili machin, qui me demande: écrire est-il seulement un plaisir? Excellente question. Quand j'ai commencé à écrire pour le magazine Survival, j'ai eu énormément de plaisir à écrire mes articles pour deux raisons. La première, c'est que, c'est peut-être ça qui m'a poussé à devenir enseignant, mais c'est que j'adore transmettre. Donc j'essaye de transmettre des connaissances que tout un chacun pourrait posséder, hein. J'ai pas la prétention d'inventer quoi que ce soit, mais juste transmettre des connaissances qui peuvent être glanées à droite à gauche. Il y a une phase de recherche à chaque fois, moi qui m'intéresse énormément dans ce que je fais. Donc lorsque je parle, récemment par exemple, je m'intéresse beaucoup aux champignons médicinaux. Là, il y a une énorme phase de recherche à faire dans la littérature scientifique, donc dans les publications scientifiques, et ensuite il faut digérer un petit peu tout ça et voir comment on peut réellement l'appliquer sur le terrain. Et donc toute cette phase de vulgarisation, au sens noble du terme, est très intéressante. Parce qu'en fait, on jongle entre le côté je veux que ce soit accessible à tout le monde, mais tout en gardant à l'esprit qu'un certain degré de vulgarisation devient mensonger. Donc on essaye de rester quand même à un certain niveau de connaissance qui font que y a encore de la valeur derrière. Donc ce côté recherche, digestion de l'information et retranscription quelque part, je le trouve vraiment très intéressant et très noble. Ensuite, la deuxième chose qui me pousse à continuer d'écrire, c'est ce plaisir de coucher les mots sur le papier, de trouver les bonnes formules, d'essayer d'enchaîner des phrases qui puissent se lire facilement. Et oui, finalement, ça se révèle être un vrai plaisir que tout simplement d'écrire. D'écrire des articles pratiques, mais également de plus en plus un petit peu de fiction également. Donc ça je pourrais vous en parler à partir de l'année prochaine.
si tout va bien, mais effectivement, voilà, créer, ce côté créatif m'est particulièrement cher. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu créer. Je voulais devenir dessinateur de bande dessinée, à tout vous dire. Mais en réalité, je suis bien trop feignant et pas assez rigoureux pour réussir à faire des pages et des pages de dessin de qualité. Par contre, les histoires, ça se crée beaucoup plus facilement, ça se crée beaucoup plus rapidement, et donc il faut juste prendre son mal en patience et réussir à les transcrire avec des mots. Donc ça, c'est aussi un côté très riche, je trouve pas mes mots. C'est un vrai challenge, quoi. J'aime pas utiliser les mots anglais, mais là je suis obligé. C'est un vrai challenge que de réussir à coucher sur le papier d'une forme qui soit agréable à lire toutes ces idées qu'on a en tête. Donc est-ce que écrire est un plaisir? Oui, sur ce point-là. En plus, pour moi, écrire est un loisir. On me demande souvent, mais comment je fais pour écrire aussi rapidement? C'est tout bête, j'ai pas la télévision. Donc ça me sauve beaucoup de temps de cerveau disponible. Ce qui fait que je l'utilise à bon escient et je me fais plaisir. Et parfois, voilà, j'écris des choses qui me font plaisir à moi, qui peut-être n'intéressent pas beaucoup les gens, je m'en fiche. Mais en tout cas, quand je publie quelque chose, c'est qu'en général, il y a eu un plaisir de créer derrière, et j'espère qu'il y a un plaisir de transmettre des informations qui peuvent être utiles. Donc c'est ça aussi l'objectif. Ensuite, si on sous-entend le fait que ça puisse devenir une profession, alors là j'en suis encore bien loin, je pense. Même si il est vrai que je suis rémunéré pour écrire, et que je trouve que c'est une belle rétribution, j'ai envie de dire, être payé pour écrire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un travail manuel, on ne rend pas un service particulier, on ne fait que délivrer de la connaissance. Et alors c'est Idrissa Berkane, je crois, qui parle de l'économie de la connaissance. Donc on est dans quelque chose d'assez noble, même si je ne suis pas forcément fan de ce monsieur. Bref, donc je ne suis pas prêt de vivre de mes écrits, à moins que vous cotisiez tous et que vous mettiez à acheter mes livres par milliers, par dizaines de milliers d'exemplaires, ce qui me permettrait de m'acheter un bon gros 4x4 qui roule au diesel pour pouvoir me garer sur des places handicapées. C'est mon rêve. Mais non, pour le moment, je ne suis pas prêt de me professionnaliser là-dedans, mais peut-être, on ne sait jamais. L'avenir nous le dira. Voilà pour les questions. Alors, petite précision, tout au long de l'année, j'ai reçu des mails concernant le matériel, en me demandant quelle est la veste que tu portes, quel est le pantalon que tu portes, quelles sont les chaussures que tu portes, quel est le string panthère que tu portes. Tout ce genre de choses-là, j'ai choisi de ne pas y répondre, pour la simple et bonne raison que, selon moi, ce n'est pas le matériel qui va faire la pratique du bushcraft, c'est plutôt les connaissances et les savoir-faire qu'on arrive à emmagasiner. Donc je ne souhaite pas m'étendre sur du matos que j'utilise alors juste parce que je l'ai. En gros, j'ai qu'un pantalon, une chemise, une paire de godasses, il est temps que j'en change d'ailleurs. Mais je ne suis pas un fan de matos, ça je vous l'avais déjà compris, donc je ne souhaite pas faire de la publicité quelque part à juste une marque, un modèle de truc que j'ai acheté juste parce que j'ai acheté ça sans avoir comparé tout le reste. Donc ça sert juste à rien, j'ai pas envie d'épiloguer sur la veste que je porte parce que c'est juste une veste que j'aime qui est imperméable et qui, par exemple ma veste bleue, je la trouve efficace, j'en suis très satisfait, mais j'ai pas comparé toutes les autres vestes du marché, donc je peux pas vous donner un avis éclairé là-dessus. Je suis juste content de ce que je porte, et si je le porte régulièrement, c'est que ça m'est utile. Donc voilà, je ne répondrai pas, désolé pour vous, aux questions sur le matos. Allez, une petite recommandation de lecture, et pour les fêtes, on se détend un peu. Et je ne vais pas vous parler de livres outdoor, puisque là, il n'y a rien qui m'a vraiment passionné. Alors pour tout vous dire, je suis en train de lire Indian Creek, de Monsieur Fromm, j'ai oublié son prénom. Bon, on m'a beaucoup recommandé ce livre, Indian Creek, donc c'est l'histoire d'un étudiant qui va s'isoler pendant 6 mois dans le Montana, je crois, pour surveiller un élevage d'œufs de poisson, d'œufs de saumon, pour être exact. Donc on me l'a beaucoup recommandé, parce que c'est outdoor, machin truc, et parce qu'en fait on se retrouve avec un citadin qui redécouvre la façon de vivre des trappeurs.
Alors oui, c'est relativement intéressant, mais j'ai beaucoup de mal à accrocher pour la simple et bonne raison que soit ça a été mal traduit, soit déjà à la base c'est très mal écrit, soit les deux. Donc c'est assez laborieux d'avancer dans ce livre. Donc malgré toutes les bonnes recommandations que j'en ai eues, voilà, c'est quelque chose qui ne me correspond pas, mais ça, c'est les goûts et les couleurs, hein. Chacun choisit ce qu'il a envie de lire et tout le monde n'est pas forcément sensible aux mêmes choses, et tant mieux. Donc le livre que je voudrais vous recommander pour cette fin d'année, ça n'a rien à voir avec le bushcraft, c'est juste un livre, c'était mon coup de cœur de l'année en fait, c'est le livre le plus débile que j'ai lu cette année et qui m'a vraiment fait mourir de rire. Pour tout vous dire, j'étais en train de pleurer de rire dans un avion et les gens se demandaient réellement ce qui m'arrivait. Donc ce livre, il porte un nom, il porte un titre qui est vraiment très mélodieux, il s'appelle « Allez tous vous faire foutre » de Hayden Truen, un truc comme ça. Donc « Allez tous vous faire foutre », ça parle de l'histoire de Jack Price, qui est un trafiquant de drogue, ancien vendeur de café, à qui il arrive des broutilles à partir du jour où sa voisine du dessus, ou du dessous, je ne sais plus, se fait buter par un professionnel. Donc il s'embarque dans une aventure mais totalement délirante. Alors il y a des clichés, il y a des lourdeurs, il y a des longueurs, mais c'est tellement barré que des fois on a vraiment du mal à suivre, et vraiment dans tout ce bordel ça fait du bien parce qu'il y a des situations totalement rocambolesques, des trucs gore, des trucs délirants. C'est vraiment le genre de bouquin que j'adore lire. Voilà, c'est bête, c'est méchant, c'est violent, mais qu'est-ce que c'est drôle quoi. Et franchement ça fait énormément de bien, surtout en des temps moroses. Et ben voilà, on a terminé le 12e épisode, 1 an de podcast, donc je vous dis sûrement à l'année prochaine avec de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts, du nouveau contenu. Je vous remercie du fond du cœur. N'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast sur quelque plateforme que ce soit, de laisser un avis honnête et éclairé, de sorte que les gens puissent découvrir également ce podcast. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, vous pouvez aller sur mon site albancamp.com, continuez d'envoyer des questions, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année, et je vous dis bonne journée et bon bushcraft à tous.